Bonjour, on va attendre encore quelques minutes pour donner un peu de temps pour les gens qui sont en train de se joindre à la séance et on commencera dans 2 minutes. Merci. Bonjour tout le monde, je pense qu'on va commencer. Je vais donner quelques minutes pour recevoir les gens, mais je pense on peut commencer. On va respecter l'heure qu'on avait dit, 14 heures. Alors, ici à Luxembourg, bien sûr. Bienvenue à cette séance sur les prix européens de la microfinance 2021. Je me présente, je suis Gabriela Erice, je travaille comme chargée de microfinance senior à la plateforme européenne de la microfinance et je suis la personne responsable pour les prix européens de la microfinance. Avec moi, j'ai mes collègues qui travaillent avec moi sur ces projets, c'est Johanna Afonso, Sam Mendelssohn et Daniel Rozas. C'est moi qui va faire la présentation aujourd'hui, mais ils sont là aussi pour répondre à vos questions et comme ça aussi, vous pouvez rencontrer toute l'équipe qui travaille sur les prix européens de la microfinance. La séance s'était structurée en deux parties. Une première partie où je vais faire une brève présentation du prix. Et une deuxième partie où vous êtes invité à poser toutes vos questions sur les processus pour présenter la candidature, sur les processus de sélection, même sur les formulaires de candidature, si vous avez le temps déjà de regarder les questions et tout ça. Alors, vraiment, toutes vos questions sont bienvenues. Et pour ceux qui ne connaissent pas les prix européens de la microfinance est organisé conjointement par les ministères luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire, la plateforme européenne de la microfinance et, in fine, que c'est le réseau national des finances inclusives au Luxembourg. Les prix s'organisent depuis 2006 et c'est un prix qui reçoit des candidatures des organismes actifs dans la prestation de services financiers partout dans le monde qui pratiquent l'innovation dans un domaine spécifique de l'inclusion financière. Il a un double objectif. D'un côté, récompenser l'excellence et de l'autre côté, répertorier et diffuser les pratiques les plus pertinentes en vue d'une application par d'autres. Les retombées du prix reflètent ces doubles objectifs. D'un côté,
on récompense l'excellence, comment les prix offrent 5 000 € pour les gagnants et 10 000 € pour des finalistes, mais aussi on est sûr de promouvoir toutes les pratiques pertinentes et importantes qu'on a reconnues à travers les processus de sélection, et on prépare, on fait plusieurs événements où il y a des organismes qui ont postulé au prix et qui participent, mais surtout on fait une publication où on présente les initiatives des 10 demi-finalistes. Alors, on dit toujours, ce n'est pas seulement l'argent, mais il y a aussi ce côté de promotion des initiatives qui se présentent au prix. On peut avoir qu'un gagnant, mais on veut vraiment profiter de tout ce qu'on apprend et de tous les organismes qui postulent pour vraiment montrer au secteur les types de pratiques et d'initiatives qui sont importants et qui pourraient être répliqués par d'autres. Alors, cette année, le prix est focalisé sur les thèmes de financement et soins de santé inclusifs. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde après l'année qu'on a eu que la santé, c'est un des aspects, sinon l'aspect le plus important dans la vie d'une personne. Par contre, c'est vrai que les pauvres, les personnes exclues financièrement, doivent d'un côté pouvoir accéder aux soins de santé, parce que normalement, ils sont dans des contextes où il n'y a pas un accès universel, un accès à la santé universelle. Et aussi, et c'est à cause de ça qu'ils doivent aussi pouvoir se payer les soins de santé. L'OMS estime qu'en 2015, près d'1 milliard de personnes ont consacré plus de 10% du budget de leur ménage aux soins de santé, ce qu'on appelle dans le vocabulaire des objectifs du développement durable les dépenses de santé catastrophiques. Et aussi que quelques 100 millions de personnes sont poussées chaque année dans l'extrême pauvreté en raison des dépenses de santé qu'elles doivent faire face. Il y a une double problématique et le prix va faire attention à cette double problématique. D'un côté, pour les ménages pauvres, l'accès aux soins de santé quotidiens et leur coût peut être vraiment insurmontable. Et de l'autre côté, le fait que même ceux qui sont traités avec succès et qui arrivent à se remettre d'une maladie, quelquefois doivent faire face pendant des années à une charge financière qui découle de ce traitement qu'ils ont suivi. C'est pour ça qu'on sait aussi que c'est important que le financement des dépenses de santé est l'une des principales raisons pour lesquelles les clients empruntent auprès des institutions de microfinance. Et aussi, la santé joue un rôle par rapport au remboursement des prêts, etc. Alors, c'est vraiment un sujet très, très important pour les secteurs. Et le prix cette année veut souligner la façon dont notre secteur, le secteur de l'inclusion financière, peut aider les populations vulnérables et exclues à accéder à des soins de santé de qualité et abordables, et ainsi aider les plus vulnérables à planifier leurs dépenses médicales quotidiennes et aussi lisser les chocs financiers liés à la santé. On va voir qui sont les institutions qui sont éligibles pour les prix. Alors, c'est toutes les organisations qui facilitent l'accès aux soins de santé auprès des populations à faible revenu par le biais de l'inclusion financière. Ça veut dire que ça inclut deux types d'organisations. D'un côté, les fournisseurs de services financiers qui fournissent ou facilitent directement l'accès aux soins de santé. Et d'autre côté, les organisations non financières qui facilitent l'accès aux soins de santé via des partenariats ou d'autres relations avec les fournisseurs de services financiers. Il est important d'être établi actif dans un des pays
de la liste du comité d'aide au développement de la OECD. Cette liste, ma collègue Johanna va poster les liens sur les chats. Vous pouvez avoir accès pour voir si vos pays, les pays où vous êtes établis est éligible. Aussi, ces critères d'éligibilité sont décrits en détail dans les lignes directrices pour les dépôts de candidatures. Et il faut aussi, un instant s'il vous plaît, un petit instant, j'ai un petit... Désolée, on a une petite urgence à la maison, mais ça se passe. Alors aussi, il faut avoir les produits et services pertinents qui sont présentés au prix, doit être pleinement opérationnel depuis au moins 1 an. Pleinement opérationnel ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient déployés dans toutes vos succursales, mais et aussi, ça veut dire que s'il y a des nouveaux produits et services qui ont été introduits en 2020, vous êtes aussi bienvenus à les présenter dans la candidature. Mais c'est vrai que le programme doit exister, au moins il doit avoir un service qui a plus d'1 an. Ça, c'est important. Et finalement, vous devez être en mesure de fournir des états financiers vérifiés. Comme je le disais, ces critères sont bien détaillés dans les lignes directrices pour dépôt de candidature et vous avez les liens dans les chats. Comment faire pour présenter votre candidature? Alors, le processus pour postuler est aussi structuré en deux tours. Le premier tour, c'est celui qui est ouvert maintenant. Alors, dans ce tour, on va vous demander, on va demander aux candidats d'un côté de fournir un aperçu de leur institution dans son ensemble, afin d'y trouver une bonne compréhension générale et comprendre quel type d'organisation est en train de postuler. Après, on va vous demander de présenter votre programme de soins de santé. Ça veut dire qu'il va falloir présenter les contextes dans lesquels vous opérez, qui est le public cible de votre programme et quels sont les besoins de santé. Aussi, on va demander de faire une description détaillée du programme, par exemple en indiquant les principaux partenariats des partenaires, aussi bien sûr quels sont les produits et services fournis, financiers et non financiers, et aussi comment ils répondent aux besoins de votre public cible. Et finalement, il faudrait aussi fournir quelques indicateurs pour pouvoir évaluer la portée de votre programme. Dernière composante du formulaire de candidature, c'est pour les états financiers audités. Il faut fournir les trois derniers exercices fiscaux. Et peut-être une précision ici, on comprend que peut-être c'est un peu tôt pour avoir la version auditée de l'année 2020. Ce n'est pas grave, vous pouvez soit présenter un brouillon pour le moment, ou même si le brouillon n'est pas prêt, il y a une petite section dans le formulaire de candidature où vous pouvez nous expliquer quand vous pensez avoir ce brouillon ou même la version finale. Alors, ça veut dire que vous pouvez envoyer la candidature même sans fournir les états financiers audités pour l'année 2020. Je pense que c'est important parce qu'on a plein de questions sur ça. Pas de problème s'ils ne sont pas prêts. Quel est l'objectif de cette première tour? C'est vraiment obtenir une image claire de votre institution et du programme qui est en place pour aider les clients à surmonter les obstacles et avoir accès à des soins de santé de qualité abordables. La date limite est le 13 avril. Et pour postuler, il faut aller sur le site web du prix et s'inscrire si vous n'avez pas une compte. Et voilà, et vous pouvez commencer là votre candidature. Une fois on a reçu les candidatures du premier tour, on va faire une première évaluation et les candidats qui seront retenus vont être invités au deuxième tour.
Dans cette tour, il faudra présenter les programmes de soins de santé un peu plus en détail. On va vous demander de nous expliquer les différents aspects un peu plus concrets. Le premier tour est plus général, le deuxième est beaucoup plus concret. Et aussi fournir quelques documents justificatifs qui vont un peu développer ou montrer un peu ce que vous avez expliqué dans vos réponses. Une fois que vous avez envoyé la candidature au deuxième tour, de votre côté, c'est fini. Vous nous avez fourni toutes les informations dont on a besoin. Peut-être que ponctuellement, je pourrais être en contact pour un petit renseignement, un petit doute, mais disons, la partie de fournir les informations, ça sera fini. Et normalement fin mai, début juin. C'est ça que le deuxième tour a lieu normalement en mai, début juin, quelque chose comme ça. Et là, c'est là que le processus de sélection commence. Il y a différentes phases. On commence avec un comité de présélection, après un comité de sélection où les 10 demi-finalistes vont être choisis et parmi eux, les 3 finalistes. Et finalement, les 3 finalistes seront évalués par un grand jury qui est organisé par le ministère de Luxembourg et qui va choisir les gagnants. Les gagnants est annoncé lors de la cérémonie du prix, que cette année a lieu le 18 novembre. Cette cérémonie a lieu dans le cadre de la Semaine européenne de la microfinance. Et par le passé, le prix a été remis par la Grande-Duchesse de Luxembourg, aussi le ministre de la Coopération au développement de Luxembourg. Voilà, seulement vous rappeler, il y a 2 documents qui vous expliquent tout ce que je viens de dire. C'est les lignes directrices et la note conceptuelle. La note conceptuelle, c'est sur les thèmes du prix. Et je pense que vous avez les liens dans les chats, mais aussi si vous allez sur la page web du prix, que c'est la page web qui est indiquée dans la présentation, vous pouvez trouver les documents là. Et bien sûr, vous avez aussi sur la présentation et dans le chat l'email où vous pouvez me contacter et si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser cet email pour entrer en contact avec nous. Et avec ça, on peut passer à la deuxième partie de la séance, c'est les questions-réponses. Vous pouvez soit écrire vos questions dans la section questions-réponses, soit si vous préférez lever la main et prendre la parole, vous pouvez aussi faire ça sans problème. On ouvrira les micros et vous êtes vraiment les bienvenus à parler et poser la question à haute voix. Et je vois qu'il y en a déjà une question. Bonjour, quelle est la personne de notre organisme qui doit créer le compte sur la plateforme pour accéder au formulaire à renseigner en ligne? Et Maria, alors la personne doit être la personne qui va être le point de contact, qui va vraiment, c'est la personne, parce que la personne qui crée la compte, et en fait, l'email qui va être utilisé sera l'email qui va recevoir toutes les communications du prix. Alors, c'est important que ça sera la personne avec qui on peut avoir toutes les communications. Après, c'est à vous de décider qui est la personne la mieux placée pour être ce point de contact. Et peut-être pour préciser, une fois que vous avez accès au système du prix, vous pourrez télécharger les formulaires de candidature en format Word. On fait ça exprès, comme ça vous pouvez travailler en dehors du système au cas où vous voulez partager les formulaires avec des différentes personnes. Et après, il faudrait bien sûr copier-coller les réponses dans le système en ligne. Mais c'est pour ça, comme on comprend que peut-être ce n'est pas la même personne qui a toutes les données, toutes les informations pour remplir le formulaire, on vous fournit la version Word, comme ça facilite le travail pour remplir les formulaires. J'espère, Maria, que c'est clair, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez voilà, parler ou ajouter ici.
Je ne sais pas si je ne vois pas d'autres questions. Pour l'instant, je vois que mon collègue Sam a répondu. Oui, Alexis, vous avez demandé quel type d'entreprise est un critère. Et oui, là, Sam vous a répondu, c'était juste les critères d'éligibilité que j'expliquais juste après. Ok, Maria, merci à vous. Mais Alexis, si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Si on n'a pas de questions, je vais vous proposer de peut-être faire un tour vite au système du prix. Comme ça, vous pouvez vous familiariser. Et je vais partager encore mon écran. Comme ça, vous pouvez, hop, voilà, share. OK, je pense que là, vous voyez mon écran. Une fois vous vous aurez enregistré dans les systèmes du prix, pour faire ça, il faut aller dans la page web du prix et appuyer sur les boutons qui dit présenter candidature, apply now, présenter candidature, présenter et quelque chose comme ça et postuler. C'est dans les 3 langues, les boutons. Un bouton, c'est à droite, un nom à droite. Là, vous arrivez sur le système du prix. Une fois que vous vous enregistrez, vous arrivez dans cette page que vous pouvez voir sur la présentation maintenant. Cette première partie, vous avez quelques instructions intéressantes. Que, voilà, et surtout, vous savez les liens directs vers les documents du prix. Ici, vous avez la version Word du formulaire de candidature. Et après, une fois vous aurez lu tous les documents et vous êtes prêt, vous cliquez sur « Commencer candidature ». Je l'ai déjà fait, mais normalement, cet bouton sera allumé, vous pourrez le voir. Vous cliquez et votre candidature va être créée. Important, une fois que vous commencez à travailler sur votre candidature, il faut tenir en compte, vous pouvez changer vos réponses tout le temps, tandis que vous êtes en train de travailler sur la candidature. Par contre, une fois la candidature sera envoyée, il n'est plus possible de changer les réponses. Bien sûr, si vous avez envoyé la candidature pour erreur, parce que ça peut arriver qu'on appuie sur le bouton et on n'est pas prêt à envoyer, mais vous l'envoyez, vous pouvez me contacter, pas de problème, et on peut remettre la candidature comme un procédé au milieu de procédure, je ne sais pas comment dire en français, et vous pouvez continuer. Alors, voici le formulaire de candidature. Première page, c'est cette personne de contact. C'est les données de la personne de contact. Qui, comme je dis, ça sera la personne avec qui moi ou mes collègues vont être en contact pour toutes les questions concernant les prix. Après, on a les composants numéro 1. Ça, c'est là où les vues d'ensemble de l'institution. Ici, on vous demande de présenter votre institution. Cette première onglet, c'est l'information plutôt qualitative. Et cette deuxième onglet, c'est plutôt l'information quantitative sur votre institution dans son ensemble. OK? Après, on va, c'est les composants 2, que c'est les programmes de soins de santé. Comme j'avais dit, il faudrait décrire en détail les programmes. D'abord, les contextes et la population cible. Et il faut dire que chaque question a une petite explication comme ça, vous savez quelle est l'information qu'il faut fournir. Après, voilà, ça c'est toujours la composante 2B, la description du programme, et après, il y a la composante 2C. Ici, je vais faire une petite remarque, parce qu'ici, on a la question sur la portée du programme. Comme vous voyez, c'est un tableau qui est complètement vide. Pourquoi? En fait, on est conscient qu'on va recevoir des candidatures avec des programmes très différents, et chaque programme aura sa façon de mesurer la portée. Alors, pour nous, l'important ici, c'est d'avoir une idée de combien de gens sont servis par votre programme, voilà, quelle est la taille du programme, etc. Alors, vraiment, utilisez les indicateurs que vous utilisez d'habitude pour mesurer la portée.
On a préparé un document qui est disponible juste au-dessus du tableau, pour vous donner quelques exemples des indicateurs, mais je vais insister que c'est que des exemples. Ce n'est pas les indicateurs qu'il faut utiliser. Nous préférons que vous utilisez vos indicateurs qui donnent vraiment une idée de la portée de votre programme. Si ici, vous voyez, il y a 3 lignes sur les tableaux. Si vous utilisez plus de 3 indicateurs, n'hésitez pas à ajouter des lignes. Vous pouvez ajouter toutes les lignes que vous voulez, mais voilà, aussi 3 indicateurs, ça suffit si vous utilisez que 3 indicateurs. Mais voilà, c'est une question assez ouverte. Après, il y a la troisième composante, que c'est comme j'expliquais, les états financiers audités. Et ici, vous avez la question où, au cas où ils ne sont pas disponibles pour 2020, pour expliquer quand est-ce qu'ils seront disponibles. Et voilà, la dernière partie, c'est la confirmation et le consentement. Ici, c'est important pour nous de pouvoir utiliser les informations que vous fournissez sur votre programme dans la communication et surtout au cas où vous êtes choisi parmi les 10 demi-finalistes, dans la publication avec les meilleures pratiques, avec tous les leçons qu'on a appris, etc. Si il y a une partie de votre programme qui est confidentielle, s'il y a quelque chose, merci de m'envoyer un email et de me dire, Gabriela, ne pas utiliser cette partie du formulaire de candidature ou ce document qu'on a fourni comme annexe pour expliquer un peu plus en détail, c'est confidentiel, merci de ne pas l'utiliser. Et on prend note et on ne l'utilise pas. Alors, merci de m'envoyer l'email parce que c'est pour moi la façon de savoir qu'on ne peut pas utiliser l'information, mais n'hésitez pas à inclure des rapports si vous pensez qu'ils ont une valeur ajoutée pour votre candidature et qu'ils sont confidentiels. Vous pouvez l'ajouter, vous me le dites et voilà, pas de problème, on ne l'utilisera pas. On l'utilisera seulement pour l'évaluation et c'est tout. Et voilà, je vais arrêter ouais, comme j'ai dit, après, il faut envoyer, très important. Une fois que ça sera fini, il faut vraiment envoyer la candidature. N'oubliez pas de cliquer parce que ça arrive quelquefois. Vraiment envoyer, vous allez recevoir un email qui vous confirme qu'on a reçu la candidature et que tout est bien. Voilà, alors je vois qu'il y a encore une autre question. J'arrête de partager l'écran. Alors, Maria, si le programme de santé proposé par l'organisme est développé avec un partenaire, est-ce que l'organisme est éligible? Si cet organisme comment dire, voilà, s'il suit les critères d'éligibilité, oui, il est éligible. On comprend que c'est un secteur, un domaine où vraiment il va y avoir plusieurs candidatures qui vont montrer qu'il y a des partenaires dans l'initiative des programmes de soins de santé. Mais l'organisme, bien sûr, il faut voir si vous avez les 4 critères que j'expliquais. Si vous les avez, cet organisme serait éligible. Après, si vous voulez m'écrire pour me donner plus d'informations de qui c'est cet organisme, je peux être un peu plus clair, mais normalement, l'idée, c'est que vraiment, il faut remplir les critères d'éligibilité pour être éligible. Mais le fait que c'est un programme avec un partenaire, bien sûr, c'est éligible. Et en fait, on vous invite à donner, à expliquer qu'il y a un partenaire et à dire qui est le partenaire, etc. Les programmes en partenariat sont aussi très bienvenus. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question, quelque chose. Si non, si tout est clair, alors pour ma part, je pense que j'ai tout expliqué. Je ne sais pas
si quelqu'un de mes collègues veut prendre la parole, mais si personne... Non, l'équipe... Est-ce que... Oui. Alors, cette session sera enregistrée. Oui, elle est enregistrée et la semaine prochaine, elle sera publiée sur notre page web. Oui. Alors, oui. De rien, avec plaisir. Pas de problème. Oui. Il y aura aussi les versions, on a fait les séances en anglais, en espagnol et en français. Si vous avez d'autres personnes qui pourraient être intéressées dans des autres langues, n'hésitez pas à partager. Voilà. OK. Bon, il semble que c'est tout. Je sais pas. Bon, en tout cas, vous avez l'email du prix, les emaward@e-mfp.eu, que ma collègue Johanna vient de poster sur le chat. Et alors là, c'est comme je dis, c'est moi la personne derrière cet email avec mes collègues aussi. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions que vous préférez qu'on discute en privé et pas sur cette séance. Mais vraiment, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, Fanja, un plaisir. Okay. Merci à vous d'être venu et surtout merci de votre intérêt au prix et voilà, j'espère qu'on va recevoir vos candidatures et si vous participez, je profite pour vous souhaiter déjà bonne chance. Et on sera en contact, en tout cas, pour ceux qui vont poursuivre le processus, on sera en contact et ça sera un vrai plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.